On refait le H, l'émission exclusivement consacrée au HBC Nantes, chaque semaine dans la HBC Nantes Family. En présence d'invités, supporters, bénévoles, journalistes, nos spécialistes analyseront sans phare l'actualité du HBC Nantes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans On refait le H, épisode numéro 19. Alors ce soir, nous évoluerons en effectif réduit. Et oui, l'ami Polo est victime de son emploi du temps de ministre et il a malheureusement pas pu se libérer pour l'enregistrement de cette semaine. Alors évidemment, mon petit Polo, on t'embrasse et on te dit à la semaine prochaine. Mais bon, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas seul pour animer cette émission, car il est là, fidèle au poste, le plus croate des Nantais, ou le plus nantais des Croates, c'est comme vous voulez. Je parlais bien sûr de mon ami Yann. Salut Yann, comment ça va ? Salut Mickaël, ça va bien, merci, bonsoir à tous. Au programme de l'émission ce soir, les débriefs des matchs de la semaine dernière contre Chartres et AD Marleone, l'annonce du retour de Thierry Anti aux commandes d'un club de Lidl Star League pour juin 2021. Un mot sur les matchs de la semaine. Donc il s'agira de la réception d'Ivry ce mercredi et du déplacement en Slovénie pour affronter Vélénier pour le compte de la Coupe d'Europe. Et puis nous terminerons l'émission sur un sujet qui nous tient à cœur chaque semaine, puisque c'est la reprise du championnat de N1. Mais commençons par le commencement, à savoir le match contre Chartres de mercredi dernier. Yann, qu'as-tu envie de nous dire sur le sujet ? Eh bien, pas de surprise pour un match de reprise de Lidl Star League. On s'attendait à quelque chose de plus simple, mais le H a été dans sa droite lignée depuis le début de saison, c'est-à-dire qu'il a fait une première mi-temps bien en deçà de ce qu'on est en droit d'attendre d'une telle équipe et d'un tel effectif. Pour preuve, on est mené à la mi-temps par un club qui est quand même qui était 12e, je crois, sur 14 au moment où on les rencontre. Ce qui a particulièrement fâché Alberto Entrerrios à la mi-temps. Alberto Entrerrios qui n'est pas un habitué des coups de gueule, là on a passé une bonne. Oui, alors, justement à ce titre, j'ai l'interview devant les yeux parce que j'avais prévu d'en lire quelques morceaux. Vas-y. Donc, je me permets de te couper. Alors il y a des morceaux qui sont assez gratinés. On voit Alberto Entrerrios qui a l'air d'être plutôt calme, plutôt froid. Là, visiblement, il n'était pas content. Alors, il nous a dit: notre début de match, c'est dégoûtant. Je ne sais même pas l'expliquer. Ça complique ma façon de coacher. Alors, je vous coupe des petits endroits. Il dit: on a manqué d'agressivité. On a été inexistant en défense, trop passif en attaque. Ce soir, on a gagné le match sur des actions individuelles avec des joueurs bons, d'autres en dessous de ce qu'on attend d'eux. Je n'aime pas parler d'individualité, mais c'est la réalité. C'est fort quand même ce qu'il dit. Mais ouais, mais c'est exactement ça. Collectivement, c'est une catastrophe. C'est vraiment par des actions individuelles qu'on s'en sort. Emeric Min qui a 9 buts, 9 sur 10. Non, mais en première mi-temps, qui a 9 buts, qui a 12 buts en fin de match. Il a été phénoménal, mais c'est pas normal que toute l'attaque nantaise repose sur un joueur. Olivier Gnocas, qui avait déjà été écarté en Coupe de France contre Chambéry, pas pour blessure, pour une fois, faisait son retour dans le groupe. On a vu sa performance proche du néant contre Chartres. Pour preuve, on y reviendra plus tard, mais le match contre AD Marleone, il n'est pas rentré en jeu. C'est qu'à un moment donné, ce que dit Alberto Entrerrios, il a été obligé d'appuyer sur la motivation des mecs et pas du tout sur des considérations techniques ou tactiques. Et c'est pas normal, pas à ce niveau-là, pas quand on a une ambition de terminer deuxième du championnat. Surtout contre un club, je pense qu'on s'est vu trop beau, trop haut, qu'on allait les battre facilement. La Lidl Star League, ça reste la Lidl Star League, c'est un championnat qui est compliqué, il n'y a pas de petites équipes. Et si on prend les matchs contre les équipes plus faibles comme ça, ne serait-ce qu'Ivry pour le prochain, on prendra une bonne fessée. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé à Montpellier. Oui, voilà, je suis assez d'accord. Je dirais que le H a été fidèle à eux-mêmes lorsqu'on joue des adversaires plus faibles, quoi. On n'est pas rentré dans notre match, alors on s'en sort. Comme l'a très bien dit Entrerrios, grâce aux individualités, comme tu l'as dit juste avant. Ouais, c'est pas concluant, quoi. Je veux dire, on s'est fait la première mi-temps, on s'est quand même fait balader par ces équipes de Chartres. Alors Chartres, ça joue quand même bien au handball. On a vu du beau, très bien. On a vu vraiment du beau handball. C'était pas le même Chartres qu'on avait au match aller, où là, on sent vraiment qu'il y a des automatismes qui se sont créés.
Mais quand même, merde, avec un peu d'intensité défensive, je pense qu'on n'aurait pas dû prendre le bouillon comme on l'a pris à certains moments. Et puis, on s'est fait peur quand même sur ce match, même jusqu'à la fin. Il n'y avait pas de gros écart. On se dit, sur une erreur individuelle, ça peut tourner à l'envers, quoi. Et prendre 19 buts, c'est ça, à la mi-temps. Non, je crois que 17 à la mi-temps. C'est déjà énorme. Contre une équipe comme Chartres, avec tout le respect que j'ai pour elle, c'est énorme. Donc c'est pas normal. Il y a quelques joueurs qui ont été au niveau. On a parlé Aymeric Mine. J'ai beaucoup aimé Cavalcanti. Oui, il est vraiment bien depuis son retour de l'Euro. J'ai l'impression qu'il a vraiment franchi une étape, quoi, dans la confiance. Dans la confiance, et le jeu il l'a, mais ouais, j'ai l'impression qu'il a franchi une vraie étape, et c'est vrai qu'il est bien. Ouais. Mais ils étaient trop peu. Juan Emona a vraiment été pas mal. Rivera était complètement absent des débats. Ça peut arriver, c'est pas le problème. Valero était passé au travers aussi du match de Coupe de France contre Chambéry. Alors on va en parler après contre Léon, parce qu'hier il a été très bon. Mais moi j'avais un peu peur qu'il ait mal pris l'Euro auquel il n'a pas participé, et en plus quand il a eu son pays à être champion d'Europe, j'avais peur que ça ait un peu atteint son moral. Bon, en tout cas sur ce match-là il n'a pas été concluant. Ouais, c'est ça. Mais c'est dommage, on n'est pas au niveau attendu. Alors après, à contrario, cette victoire est peut-être l'une des plus importantes de la saison, parce que comme tu l'as dit, dans le même temps, Montpellier est allé perdre à Ivry, et donc on fait le trou sur un adversaire direct pour cette fameuse deuxième place. Quand on sait que Toulouse, le lendemain, a perdu aussi contre le PSG, sur des adversaires directs, ça permet de faire le trou. Donc cette victoire, on en avait besoin, on l'a eu. Très difficilement, mais on l'a eu. Moi, j'ai l'habitude de dire que souvent dans une saison, il y a des matchs un peu pourris dont on se souviendra plus dans un mois. Mais aujourd'hui, on a pris les 2 points et on a fait l'écart, et c'est le plus important. C'est ce qu'il faut retenir. On va retenir que la victoire. En plus, Nîmes a étrillé Chambéry, parce que je pense que l'équipe qui va nous enquiquiner jusqu'à la fin de saison, sans oublier Montpellier, parce qu'ils seront quand même là. Oui, ils sont pas perdus encore. Nîmes, tu les avais mis dans ton top en tout début de saison lors de la première émission. Effectivement, ils sont là et bien là, et je pense qu'ils seront là jusqu'au bout. Ils vont bien nous emmerder, et à juste titre, parce qu'ils jouent très bien, ils ont un très bel effectif. C'est sûr. Ils ont atomisé Chambéry, même s'ils ont été menés pendant un bon moment. Après Chambéry, en ce moment. D'ailleurs, il y a Chartres-Chambéry mercredi. Je serais curieux de voir le résultat. Je suis vraiment pas sûr que Chambéry va aller gagner à Chartres. On est d'accord, mais pour revenir sur nos concurrents directs, cette victoire fait du bien contre Chartres, et c'est la seule chose qu'on retiendra, parce que le match en lui-même, ou à la rigueur la réaction en seconde période, mais s'il faut mettre des pieds au cul pour en arriver là, c'est un peu triste. Ouais, c'est un petit peu dommage, on est d'accord. On va passer donc au deuxième match de la semaine. Il était hier, dimanche, c'était contre Ademar-Léon en Coupe d'Europe. Ça s'est quand même largement mieux passé, Yann. Ouais, c'était beaucoup plus intéressant. Alors, on a vu quelques spectateurs qui disent qu'ils se sont ennuyés. Les journaux, pour ne pas le citer. Voilà, oui, parce qu'en fait, on maîtrise le match du début à la fin, même s'ils reviennent en fin de première période à un but, alors qu'on pouvait aisément terminer à +4. On a pris le dessus dès le début. Il y a eu de l'investissement. On voit qu'on est supérieur, on voit qu'on a du banc aussi. C'est ça la grande différence avec Ademar-Léon, c'est qu'ils ont un set qui est vraiment excellent, avec pas mal de joueurs qui sont dans l'antichambre de l'équipe d'Espagne, qui sont en Espagne B, et qui postulent pour l'Espagne A, mais après les Jeux Olympiques. Mais c'est vraiment le set majeur. Quand le banc est très jeune et pas si performant, et c'est là nous on a pu faire tourner et aggraver l'écart, même s'il y avait des petits jeunes qui rentraient, notamment Thibaut Briet, que je félicite pour son premier but en EHF. Je suis très content pour lui, j'adore ce gars, vous le savez. Donc non, c'était un très bon match, maîtrisé du début à la fin. Alors oui, ça peut être chiant parce qu'il n'y a pas de suspense, il n'y a pas d'intensité, on va dire, émotionnelle. Mais moi, des matchs qu'on maîtrise de la première minute jusqu'à la dernière, des fois ça fait du bien, pour nous, mais aussi pour l'équipe, pour se mettre en confiance, pour être sûr de ses qualités. Oui, donc moi
J'étais pas du tout d'accord avec Jeannot, hein, c'est de lui qu'on parle, qui nous a dit que le match était chiant. Moi, j'ai pas trouvé ce match chiant du tout. J'ai trouvé très agréable. Il y avait beaucoup de jeux. Ça a été très intéressant à regarder. On a fait un très bon match dans sa globalité. Je regretterais juste les 10 dernières minutes de la première mi-temps qui ont un peu saccagé la première mi-temps, où je sais pas pourquoi on s'est arrêté de jouer. On jouait sur la base arrière, on faisait 2 passes, on prenait des tirs un petit peu forcés. Je trouve ça dommage parce que les 20 premières minutes étaient vraiment super. Moi j'ai beaucoup aimé la belle complicité entre Lazarov et Emric Min. Vraiment ces échanges de passes, il y a eu tout un moment de temps où on a vraiment senti qu'il s'est passé quelque chose sportivement parlant entre les deux. C'était vraiment très très sympa. Et puis du jeu qui allait sur les ailes, on allait chercher le pivot de temps en temps face à une belle équipe qui nous a proposé aussi du beau jeu. Mais comme tu l'as dit, ils sont fatigués, mais bon, ils ont un peu un handball total, je dirais, un petit peu à la Toulouse. Où il y a énormément d'engagement physique et malheureusement comme ils ont un banc un petit peu faible, c'est vrai qu'au milieu de la deuxième mi-temps ils se sont écroulés et puis le H un petit peu tel un rouleau compresseur physique, ce qu'on est vraiment cette année, a pu s'imposer, mais moi ça m'a vraiment beaucoup plu. T'as fait ta petite dédicace à Thibaut Briet, évidemment, moi aussi je le félicite parce que je l'apprécie beaucoup. Je mettrai en avant aussi Cyril Dumoulin qui a pas eu des moments toujours très faciles ces derniers temps, qui fait une très belle deuxième mi-temps. Il a été très bien, Cyril, je suis très content pour lui. Emric Min encore été énorme en première mi-temps. En plus on s'est payé le luxe de quasiment pas le faire jouer en deuxième mi-temps pour l'économiser pour la suite, ce qui montre quand même à quel point on avait la maîtrise dans ce match. Et puis Rakovnicek a fait le boulot, il a fait des passes laser qui étaient extraordinaires, versement sur les ailes. Tout à fait. Et puis un David Balaguer qu'on retrouve, et puis Valero, j'étais un petit peu vraiment triste, hein. C'est un joueur que j'adore vraiment, un petit peu triste de ces 2 premières sorties, comme je l'ai dit tout à l'heure. Là on a vraiment retrouvé le Valero. Je pense que la petite déception d'avoir manqué l'Euro est passée et qu'il va continuer à nous apporter, même si Emonet, même si on n'est pas toujours, on est un peu dur avec lui de temps en temps, je trouve qu'il a quand même bien fait le taf. Quand il a dû rentrer, il a beaucoup joué vu que Valero était un peu moins bien. Pas sur ce match, hein. Pas sur ce match, mais auparavant. Parce que sur ce match, il a quasiment pas. Il a tenu quand même la baraque et Monet quand il a dû remplacer, mais pas sur ce match. C'était avant, mais bon, je voulais dire un petit mot sur lui aussi. Et puis au niveau des joueurs, j'ai fait le tour. Voilà, une belle perf. C'était comme on l'avait dit, essentiel d'ouvrir la compétition sur une victoire à domicile face à Ademar León. Donc c'est fait, ça a été bien fait. Maintenant on est lancé pour aller chercher une place en quart de finale. Mais c'est exactement ça. C'était le match pas capital, hein, mais match très important. Premier match de poule. On se souvient de l'équipe de France contre le Portugal à l'Euro lors du premier match de poule. Quand tu le perds, tu te tires un peu une balle dans le pied. Après, il faut aller batailler pour pouvoir récupérer des points. Surtout à domicile. Voilà. Donc là, c'est une victoire, c'est 2 points dans la poche. Ça, c'est aussi le plus important. Et oui, pour conclure et revenir sur ce que tu disais, sur la qualité de jeu, moi non plus, je me suis pas ennuyé parce que le H a bien joué, mais aussi Ademar León joue très bien. Ça passe beaucoup par les ailes. Il y a aussi des ailiers qui rentrent beaucoup au poste de second pivot. C'est un jeu qui est pas du tout stéréotypé, qui est hyper plaisant à voir. Donc non, moi je me suis pas du tout ennuyé. Oui, il n'y a pas l'ascenseur émotionnel comme on peut le connaître ces derniers temps, mais des fois ça fait du bien. C'était une belle après-midi de handball. On va terminer le chapitre un petit peu des résultats de l'EHF par quelques scores. Donc dans notre poule, Magdebourg a battu à domicile donc notre futur adversaire Vélénier assez facilement, 32-26. Je vais vous donner les résultats des clubs français également. C'était des confrontations franco-allemandes. Donc le PAUC d'Aix-en-Provence s'est incliné à domicile contre Fuchs Berlin 23-25 et Nîmes est allé s'incliner à Rhein-Neckar Löwen 32 Löwen, pardon. Rhein-Neckar Löwen 32-31, mais après avoir fait une rencontre très très solide, ils ont été devant une bonne partie du temps en deuxième mi-temps, ils sont inclinés juste sur la fin, mais ça confirme une fois de plus que les Nîmois parce que c'est un gros morceau. Ils peuvent avoir les boules, hein, parce que c'était à Rhein-Neckar, ils perdent d'un but dans les dernières secondes, ils ont mené quasiment toute la partie. Ils peuvent vraiment l'avoir mauvaise, mais au moins ils assument leur statut on va dire pas leur statut parce qu'ils sont
pas comme nous, ils sont un peu nouveaux, ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas fait la Coupe d'Europe, mais en tout cas leurs ambitions, plus que leur statut, ils peuvent très bien aller au Final Four, ils peuvent très bien aller la chercher. Ils peuvent avoir des ambitions, les gars. Au vu de ce qu'ils montrent, ils peuvent avoir des ambitions. Si physiquement ils arrivent à garder tout le monde en forme, tout comme nous, ils peuvent avoir des ambitions. Et puis ils ont un banc sympa, donc ils peuvent. Aix, égal à eux-mêmes. Ils font pas une mauvaise rencontre. Non, mais bon. Moi, j'avoue que j'ai vu un petit bout quand j'attendais le bus pour rentrer de la H Arena. Voilà, je vous raconte un peu ma vie. C'est un peu quoi. Aix, c'est un peu le club que tu suis quand on attend un bus. Voilà, donc j'ai regardé le match un bout du match et ça jouait pas si mal, mais bon, ça n'a pas suffi pour battre la belle équipe de Berlin. Quel finaliste de la dernière édition? Finaliste contre Kiel, et ceux qui vont accueillir le Final Four. Voilà, et qui l'avait gagné il y a 2 ans. Deux petits derniers résultats. Benfica est allé s'imposer au Danemark à Bjerringbro Silkeborg 33-24. C'est une grosse performance. Je tenais à le signaler parce que on a pas mal parlé avec l'Euro de la montée en puissance du handball portugais. Et une fois de plus, un club montre qu'ils sont bien en forme et je pense qu'il faut garder un œil sur cette équipe de Benfica qui a moyen d'être un concurrent pour une place au Final Four. Et comme le Sporting et Porto en Ligue des Champions, la plupart des joueurs internationaux de l'équipe du Portugal jouent au Portugal. Il y en a quelques-uns qui jouent en France, Cavalcanti à Nantes et Duarte à Montpellier, Borges qui jouera à Montpellier aussi l'année prochaine, mais la plupart jouent au pays. C'est des sacrés joueurs et s'ils ne s'expatrient pas rapidement dans des plus gros clubs, il y a moyen que ces 3 clubs, Benfica, le Sporting et Porto, fassent parler d'eux dans les années à venir, voire dès cette année pour certains. Clairement, Benfica va falloir les surveiller de près. Et puis un tout dernier résultat, c'est Tatabánya, les Hongrois qui ont battu la Riora 26-25. Pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce qu'on a un de nos joueurs, Junior Scott, qui joue à la Riora. Il a mis 2 buts. Mais surtout, je vous en parle parce que l'ami Komogorov joue avec Tatabánya, il a marqué 3 buts. Voilà. Je sais que cette petite information fera plaisir à Stéphane Michel. Je me devais d'en parler. Moi, je vais revenir sur Junior Scott. Junior Scott est toujours sous contrat à Nantes, même s'il joue avec la Riora. Il est prêté jusqu'à la fin de cette saison. Il est actuellement en discussion avec le président Pelletier parce que lui aimerait revenir en France. Voilà. Alors, OH ou ailleurs. À savoir que Junior Scott est arrière-gauche, que nous, au poste d'arrière-gauche, on a Cavalcanti, Olivier Gnocas et des petits jeunes comme Thibaut Briet. Voilà. C'est à voir, ça se discute. Moi, j'ai mon avis personnel. Je suis très content de revoir Junior Scott à Nantes et lui donner un peu de sa chance, voir ce qu'il peut faire. Ça fait 2 ans qu'il performe en Espagne. Voir s'il peut le faire en France, s'il peut pas lui donner une saison. Mais au moins lui donner sa chance. Oui, après il est pas mal en Espagne, hein. Il a des stats qui sont corrects, mais il explose pas non plus dans un championnat qui est quand même bien inférieur à la Lidl Star League. Donc j'avoue que je suis mitigé, même si moi j'aime toujours l'idée de faire monter en équipe première des garçons qui sont issus du centre de formation. J'ai envie de dire pourquoi pas, mais j'avoue être assez mitigé sur sa capacité à réussir dans un club du niveau du HBC Nantes. Je pense aussi, parce qu'il a 24 ans déjà, donc si à 24 ans ça avait dû être un top player... C'est ça, voilà. C'est ça. Mais alors qu'on on en attendait beaucoup, mais je lui laisserais bien quand même une seconde chance, parce que sur ce poste d'arrière gauche, Cavalcanti, même s'il est bien meilleur, a encore une marge de progression. Olivier Gnocas, c'est plus sur le déclin, au niveau de son âge, je parle pas du niveau, mais plus il vieillit, plus... surtout qu'on sait qu'il est fragile. Et puis il est fragile, donc pourquoi pas? Alors, on a pris Antonio Garcia, pourquoi pas? Non, à la place d'Antonio Garcia. Pourquoi pas? Après, c'est pas la priorité, mais pourquoi pas? Sur le principe, je suis moyennement convaincu, mais pourquoi pas? Et puis, qu'il revienne me faire mentir. J'adorerais ça, vraiment. Le prochain sujet, en parlant d'un quelqu'un qui va revenir, une transition à l'Apollo, je pense qu'il va être fier de moi. Nous allons parler d'un retour, celui de Thierry Anti, qui va revenir en juin 2021 chez ce club qu'on aime particulièrement avec Yann, à savoir le PAUC d'Aix-en-Provence. Yann, qu'as-tu à dire sur cette information qui était pas un secret de Polichinelle? Voilà, c'est ça, c'est rien, c'est un secret de Polichinelle. Quand il était à Nantes, encore entraîneur de Nantes, mais
en conflit avec la direction puisqu'elle n'avait pas été prolongée. Avec le départ de Nicolas Clerc, c'est pas lié, hein, mais on savait, on en parlait déjà. C'est vrai que les contacts étaient déjà là. Lui avait dit non, je n'irai jamais à Aix. Finalement il y va. Hein, il aura juste fait un petit trajet par le Portugal entre temps. Mais bon, après c'est Thierry Henty, c'est le personnage. C'est les phrases alambiquées qui veulent rien dire et qui ne parlent qu'à lui. Non, mais ça veut pas dire c'est pas une critique quand je dis ça. J'adore Thierry Henty. Je considère que c'est un des tout meilleurs entraîneurs européens et vraiment. Il nous a pas emmené à un tel niveau, et je parle pas que de la Ligue des Champions, je dis faire perdurer un club à haut niveau dans un championnat par hasard. C'est un très grand entraîneur. Après, qu'il aille à Aix, moi ça m'embête de le voir ailleurs en fait, en France, c'est surtout ça, Aix ou un autre. Bon, Aix ça nous enquiquine un petit peu plus parce que c'est pas le club qu'on porte dans notre cœur, parce que c'est quand même un truc qui est monté à coups de bourrin et de pognon, même si a priori ça a l'air un peu casse-gueule leur projet, mais bon, c'est quand tu lis la presse, un jour tout va mal, on n'en peut plus, on réduit la voilure et on va laisser partir les gros salaires et on fait en sorte de calmer un peu le jeu, et puis le lendemain ça fait signer Thierry Henty. Bon, après, pour répondre à certains supporters qui comprenaient pas par rapport à ça, un Jérôme Fernandez a un gros salaire, hein, c'est en tant qu'entraîneur. Donc avoir Thierry Henty en tant qu'entraîneur à la place de Jérôme Fernandez, ça va pas les mettre dans le rouge. Aix, c'est kiff bourricot au niveau des salaires. C'est plus le communiqué de presse du club qui annonce que Jérôme Fernandez irait à la formation. Alors permettez-moi d'en douter, hein, vu les ambitions du bonhomme qui, quand Didier Dinard s'est fait éjecter, grattait ouvertement à la porte pour récupérer la place d'équipe de France. Après, il a la légitimité pour le faire. Hein. Je parle pas en tant qu'entraîneur, mais je parle pour la stature, parce que entraîneur, il faudrait peut-être qu'il prouve avec Aix avant de postuler. Mais bon, on met bien des sélectionneurs en place alors que les mecs ont jamais rien fait, donc pourquoi pas. Hein. Mais je le vois pas entraîneur de l'équipe réserve ou entraîneur du centre de formation. Alors, s'il le fait, c'est tout à son honneur. Et je trouverais ça vraiment super de sa part qu'il aille faire ses gammes et travailler avec des jeunes et apprendre ce que c'est former. Je trouverais ça vraiment fantastique, mais j'y crois pas pour un sou, très honnêtement. Donc, à part ça, très bien, il revient en France. Ça, par contre, c'est super parce que plus on a de talent, que ce soit dans les joueurs ou dans les coachs ou les directeurs sportifs ou quoi que ce soit qui sont en Lidl Star League, plus le championnat sera élevé et plus c'est intéressant pour nous, plus la concurrence est difficile, plus on doit maintenir notre niveau. Donc je suis ravi du retour de Thierry Henty. À Aix, un peu moins, mais c'est un secret de polichinelle, comme tu dis. Ouais, moi, pour vous dire la vérité, ça me fait chier qu'ils reviennent à Aix. J'admire et j'aime profondément le personnage Thierry Henty, avec ses qualités et ses défauts qui sont nombreux, mais je trouve que ça fait partie du package. J'ai un profond respect pour ce monsieur et ouais, je suis un petit peu embêté. Alors oui, déjà en plus Aix que j'aime pas beaucoup, mais ouais, qu'ils reviennent en France, qu'on l'ait comme adversaire, c'est quelque chose qui m'ennuie un petit peu. Maintenant, je suis content pour l'homme. Je trouve qu'il mérite d'évoluer à très haut niveau. Non pas que je manquais de respect pour le championnat portugais, mais voilà, je trouve qu'il mérite d'évoluer à haut niveau. Et puis, on aura l'occasion de le revoir. Je pense que le jour où il reviendra à la Arena, ça sera un moment fort pour tous les supporters nantais, mais pour lui aussi. Oui, parce qu'il n'avait pas eu un départ comme il le fallait. Non, mais de toute façon, c'est trop tard. Même là, je veux dire, il sera pas célébré. On va pas célébrer son départ dans 2 ans, quoi. Non, mais il sera acclamé. Mais voilà, il sera acclamé. Ça sera certainement un moment fort pour tout le monde. Mais il nous pourrira un peu le truc avec des phrases alambiquées la veille sur Twitter. Mais oui, et puis il aura des conférences de presse avec des déclarations. Mais parce que le personnage Thierry Henty est comme ça. Et c'est aussi moi pour ça que je l'aime. Donc je peux pas lui en vouloir. Mais ouais, moi ça m'embête un peu. Surtout que un club comme Aix, c'est un candidat à nous, hein, même si, comme tu l'as dit, peut-être qu'il y a des problèmes financiers qui se profilent à l'horizon, mais ça reste un candidat à l'Europe, ça reste un candidat aux 3 premières places, voire peut-être au titre de champion dans les années à venir. Donc voilà, ça m'amuse pas beaucoup de le voir, mais je suis content quand même ça va me faire plaisir quand il reviendra à la Arena. Et puis un autre point de déception, c'est que
moi, secrètement, j'aurais vraiment eu envie qu'il reprenne l'équipe de France, qu'il fasse quelque chose au sein de cette équipe de France après les JO. Le fait qu'il ait signé à Aix, on a vu dans le handball que de temps en temps, il y a des sélectionneurs qui entraînent des clubs aussi. Manu Mayonade avec Metz et les Pays-Bas en féminin, on est un très bon exemple. Mais je crois pas que ça soit le style de Thierry Henty. Alors je pense que le fait qu'il signe à Aix, ça veut dire qu'il a pas beaucoup de perspectives avec l'équipe de France, et je suis un petit peu déçu parce que ça m'aurait bien plu de voir Henty à la tête de l'équipe de France. Pour être tout à fait honnête, il avait aucune perspective avec l'équipe de France. Il a jamais été contacté, même si dans la presse on a cité son nom, il n'a jamais été contacté. Pour une raison aussi, c'est que Thierry Henty, c'est un personnage clivant. C'est ce que tu viens de dire. Ouais, moi j'aurais aimé voir ça à la tête de l'équipe de France. Mais moi aussi, j'aurais adoré. C'est là où est ma déception. Par contre, c'est pas qu'il aille avec, ça je m'en fous complètement. Mais qu'il soit pas en équipe de France, parce que c'est l'un des meilleurs coachs en Europe. C'est un très fin tacticien. Mais c'est quelqu'un de clivant. Et est-ce que la fédération a envie de mettre quelqu'un de clivant qui est très théâtral après l'échec Didier Dinard? Je suis pas sûr. Peut-être qu'il faut quelqu'un de plus sobre et qui bosse derrière et repartir sur des bases, on va dire, un peu moins médiatiques et plus de labeur. Ce qui veut pas dire que Thierry Henty ne travaille pas, loin de là. C'est un gros bosseur. Bon, voilà pour le sujet de Thierry Henty. On va passer au match de la semaine. Ouais. Avec donc le match de mercredi, la réception de Ivry 11e avec 9 points, 4 victoires, 1 nul et 9 défaites, 10e attaque du championnat avec 364 buts marqués et 7e défense. Donc c'est ce chiffre-là moi que je retiens. 7e défense avec 386 buts encaissés, c'est autant que le PSG, pour vous donner un petit exemple. Et du côté des joueurs, Benjamin Bataille est le meilleur buteur du club. Il est également avec 72 buts, ce qui le classe aussi 6e de Lidl Sterling. Il fait une grosse saison, Benjamin Bataille. C'est pas pour rien, comme tu en avais parlé un petit peu la semaine dernière, qu'il a été recruté par Montpellier. Et puis, je citerai un deuxième joueur qui performe énormément, c'est leur gardien, Mate Sunic, qui est le 3e meilleur gardien de Lidl Sterling au niveau des arrêts, avec 139 arrêts. Pour vous dire, il est juste devant Emile Nielsen qui est lui 4e, les deux premiers étant Rémi Desbonnets et Wesley Pardin. Ouais. Après, à la décharge de ces joueurs, quand il joue 60 minutes, que ce soit ou quasiment Desbonnets, Pardin et le Hugo, j'ai oublié son nom. Sunic, pardon. Moi, oublié Hugo en plus. Et Émile, généralement, joue une mi-temps. Donc, voilà. C'est sûr. Ça permet de souligner aussi des performances. Et sur le pourcentage d'arrêt, Émile, je crois qu'il est premier ou pas loin. C'est ça. Si on prend le pourcentage. Là, c'est le classement du nombre d'arrêts. Effectivement, le fait qu'Émile Nielsen partage plus de temps avec Cyril Dumoulin fait qu'il a moins d'arrêts. C'est pas illogique. Mais bon, voilà. C'est une stat quand même assez parlante pour Mate Sunic qui fait une super saison. Ceux qui ont eu l'occasion de voir Ivry jouer la semaine dernière pour la victoire contre Montpellier, il a eu une part importante pour la victoire. Donc Yann, la victoire, on va l'avoir contre cette équipe d'Ivry. C'est ce que tu viens de dire, c'est par rapport au match de Montpellier, tu viens juste de l'évoquer. Si on en fait des entames de match comme on a pu le faire contre Chartres et comme on peut le faire depuis le début de saison contre les petits clubs, c'est petit club entre guillemets, c'est pas sûr du tout qu'on ramène les 2 points dans notre besace, parce que Ivry, déjà traditionnellement pour nous, c'est un club qui nous emmerde. On n'a pas que des résultats très positifs. Quand on était largement au-dessus, on a pris quand même quelques défaites là-bas. À l'aller, on a gagné 32-26 là-bas. Cette saison, cette saison, ouais. Je me souviens d'un match à la Troc où on mène de 5 buts, il reste 4 minutes et on finit à égalité. Voilà, cette équipe, elle est classée au classement qu'elle a, mais c'est une équipe qui nous emmerde de temps en temps, même régulièrement. Donc si on n'est pas sérieux, on passera à la trappe, comme ça a été le cas pour Montpellier, parce que Montpellier devait s'imposer largement là-bas. Toi, t'as vu le match, tu m'as dit en replay. Alors j'ai vu la deuxième mi-temps, Montpellier n'a pas existé du clairement, tout. Oui, c'était le fantôme de Montpellier, quoi. Je veux dire, je veux rien enlever à la victoire d'Ivry, qui a fait un match super solide. Benjamin Bataille a été énorme, vraiment beaucoup d'intensité en défense, une équipe très courageuse qui se bat pour son maintien, et ça se voit sur le terrain, ça faisait plaisir à voir.
Mais voilà, je vais pas se mentir, l'équipe de Montpellier, c'est pas l'équipe de Montpellier que j'ai vu ce week-end contre Kielce par exemple en Ligue des Champions, quoi. Ouais, ils sont passés au travers de leur match, ça arrive. Comme nous, ça peut nous arriver. Ben justement, c'est pour ça que je te parle de ça. C'est que le truc, c'est que par exemple, contre Chartres, on passe à côté, mais on gagne. Montpellier, ils sont passés à côté, ils ont pas gagné. Quand tu vois qu'Alberto Entrerios est obligé de faire appel à la motivation des gars parce que elle est inexistante contre Chartres, si on fait la même chose contre Ivry, c'est pas sûr que ça passe. Donc, vu les ambitions qu'on a, oui, on se doit de gagner ce match-là. Oui, je pense très honnêtement qu'on va gagner ce match-là. Par contre, je pars pas la fleur au fusil en me disant que ça va être tranquillou minou, quoi. Hein. Si on n'est pas sérieux et qu'on respecte pas l'adversaire, et ben on va prendre quelques fessées, on aura le cul un peu rouge et puis il faudra peut-être qu'on bouge un petit peu en seconde période. Après, moi aussi l'intérêt à titre personnel, mais je pense comme pas mal de supporters nantais, c'est il y en a quelques-uns, on a quand même signé Mathieu Bataille l'année prochaine. Ouais, alors, il y en a quelques-uns qui le connaissent pas sûr qu'il joue. Malheureusement, il était blessé la semaine dernière contre Montpellier, c'est pas sûr du tout qu'il joue, mais bon, s'il arrive à se remettre, ce sera un plaisir. On le reverra de toute façon en coupe puisqu'on les a tirés. Mais ça serait déjà pas mal de voir ce garçon que moi j'aime bien, c'est un gros défenseur qui met des bourre-pifs et des fois il faut des mecs comme ça dans ton équipe. Donc c'est aussi la curiosité pour moi s'il a la chance d'être remis de sa blessure et d'être là. Ouais, alors j'ai essayé de choper quelques infos sur le sujet sur internet d'Ivry, il y a assez peu d'infos, mais a priori ça va être compliqué pour qu'il soit titulaire, ou même ne serait-ce que sur la feuille, on verra ça demain. Il y a d'autres joueurs qui sont blessés, Wilson Davis, notre ancien joueur qui est aussi, mais lui c'est pas grave, qui était pas sur le terrain la semaine dernière, qui est blessé, et il y a aussi Linus Persson, leur arrière gauche suédois, qui est un très bon joueur, arrière gauche ou arrière droit, je sais. Arrière droit, pardon. Qui est un très bon joueur qui marque beaucoup de buts et qui était également blessé la semaine dernière. Ça montre aussi la performance d'Ivry et toute cette détermination qu'ils ont mis malgré tous ces blessés. Ils ont réussi à taper Montpellier. Moi sur ce match, je te rejoins. Je pense qu'en fait, c'est nous. Enfin, ça va dépendre du H ce match. C'est ça, notre premier adversaire, c'est nous. Si on est sérieux, parce qu'on est au-dessus de cette équipe, ça fait aucun doute. On doit gagner ce match, ça fait aucun doute. Donc si on joue sur nos valeurs, à notre niveau, avec le niveau de motivation et d'implication qui va bien, on va le gagner ce match, j'en suis convaincu à 100%, parce qu'on est plus fort que cette équipe. Mais bon, c'est aussi pour ça qu'on aime le sport. C'est-à-dire que rien n'est écrit à l'avance. C'est pour ça qu'on va à la salle encourager notre équipe, c'est parce que il y a cette incertitude, cette part d'incertitude, et qui fait que les gars ils peuvent passer à côté, ou Ivry peut sortir le match de leur saison pour venir nous battre. Alors ça serait quand même fort qu'ils enchaînent Montpellier et Nantes, mais restons sérieux, restons concentrés. On a encore 2 points à prendre là qui sont très importants. Il faut qu'on ait ce résultat, quoi. Et voilà, j'espère qu'on sera sérieux et que les gars seront pas trop fatigués, parce que les matchs commencent à s'enchaîner. Ça a bien fait tourner quand même contre Ademar León, on l'a dit, Inmin qui joue pas trop en deuxième mi-temps notamment. Mais voilà, j'espère que ça va bien se passer et qu'on pourra célébrer une nouvelle victoire. En ce moment on les enchaîne, ça serait trop con face à cet adversaire que ça s'arrête maintenant, quoi. Ouais, exactement. Hop, le match qui suivra, donc ça sera dimanche prochain. Et pour une fois, ce sera pas à domicile. Ça sera pas à domicile, voilà. C'est après 4 matchs d'affilée, les garçons vont voyager du côté de Vélégier. Je cherche ma fiche, je ne la trouve pas, ça y est, je l'ai. Le Gorenje Vélégier. Alors, je vais faire très attention sur les prononciations, parce que si vous voyez Yann me regarde avec des gros yeux. Club de la ville de Vélénier, fondé en 1958. Ils jouent dans leur salle qui s'appelle le Red Hall, salle de 2500 places, donc c'est déjà pas si mal. Ils font partie des très bons clubs slovènes, ils ont été 3 fois champions de France, champions de Slovénie. Ils ont remporté 2 fois la Coupe de Slovénie et 3 fois la Super Coupe de Slovénie, voilà pour leur palmarès. Au niveau européen, ils ont déjà disputé une finale de la Coupe EHF, c'était en 2009, ils l'avaient perdu contre les Allemands de Gummersbach, voilà. Et ils ont disputé le Final Four de cette EHF Cup en 2015. Ils s'étaient inclinés en demi-finale face au Fuchs Berlin.
Cette saison, les Slovènes sont 3e de leur championnat. Ils joueront cette semaine en championnat. Ils joueront jeudi, eux, contre le Jérusalem Hormos, 6e. Ils se déplaceront là-bas. Comme je l'ai dit, 3e après 17 matchs. Ils cumulent 25 points, 12 victoires, 1 nul et 4 défaites. Et en Coupe d'Europe, ils ont déjà disputé 2 tours pour se qualifier pour les phases de poule. Ils ont affronté un club encore au nom fantastique, les Serbes du Metalo Plastica Sabac. Donc ils ont battu 2 fois à l'aller et au retour. Et au 3e tour, ils ont affronté le Metalurg Skopje, qu'on connaît déjà un petit peu plus. Ils avaient gagné l'aller chez eux 24-19 avant d'aller assurer le nul 23 partout au retour pour s'assurer la qualification. Et puis comme je l'ai dit tout à l'heure dans les résultats, lors de leur premier match de poule, ils se sont inclinés à Magdebourg assez largement. Je terminerai en évoquant certains joueurs qui ont évolué dans cette équipe, et vous allez voir, c'est assez impressionnant. Il y a eu les frères Buric, Yamin et Benjamin, Rokovnicek, notre demi-centre, Jure Dolenec, qu'on aime tellement avec Yann, Vitkavnicik, le joueur mythique de Montpellier, actuellement à Aix pour finir sa carrière, Faroudin Melic également, l'ailier gauche de Chambéry, et puis ce joueur que j'aime particulièrement, Goratskov, évidemment, je ne pouvais pas le citer. Alors, il y en a d'autres, il y a beaucoup de joueurs. Il y a le plus grand, la légende, Ivano Balic, qui a été formé là-bas. Ouais. Je te le laissais, celui-là, évidemment. Voilà, il y a énormément de joueurs qui sont issus de ce club, qui forment beaucoup de joueurs. Dans leur effectif, il y a beaucoup de jeunes joueurs. Et moi, c'est une équipe qui m'inquiète particulièrement sur ce match. Pour moi, ce match me fait très peur. Ouais, alors moi non, parce que c'est pas une grande équipe quand même, hein, même s'il y a un beau palmarès quand tu le dis comme ça, le championnat de Slovénie. On est d'accord. C'est plus que c'était. Par contre, c'est un très grand club formateur, comme tu viens de le dire, qui sort de beaucoup de jeunes, qui a un jeu qui est très plaisant à voir, qui est très vif. Après, on est largement au-dessus. Si on est sérieux, là aussi, on est censé aller s'imposer là-bas. C'est pas l'équipe en fait qui me fait peur. On est 4 dans le groupe, Magdebourg, Léon et Vélénier. Vélénier, c'est censé être le club qui termine à la dernière place. Alors après, s'ils peuvent en embêter quelques-uns, hormis nous, tant mieux. On va pas cracher dans la soupe. Mais je suis pas très inquiet. Par contre, ça joue bien. C'est un beau club qui forme de très bons joueurs. Mais il n'y a quand même pas grand-chose quand tu prends l'effectif actuel. Les noms te parlent, pas beaucoup. Non, alors clairement, j'ai regardé l'effectif, les noms ne parlent pas. Les grands internationaux slovènes ne jouent pas, Vélénier non plus. Donc, Non, clairement, mais pourquoi ce match me fait peur ? Parce qu'il a tout du match piège. Et tout est réuni pour que ce soit un match piège. Déjà, c'est un match en déplacement, alors que ça fait 2 semaines là, qu'on reste tranquillement à la maison. C'est assez loin. On va jouer dans une salle hostile. On sait que le public du côté des Balkans, ils sont souvent très chaud et beaucoup derrière leurs équipes, ce qui peut aussi influencer les arbitres, on va pas se mentir. C'est une équipe globalement assez jeune, avec beaucoup de joueurs qu'on connaît pas, effectivement, mais c'est justement le piège. Ça me fait penser un petit peu à Arendal. Quand tu regardais l'affiche, il y avait que des joueurs qu'on connaissait pas, des jeunes Norvégiens, et puis on s'est rendu compte que ça jouait carrément. Et moi, je pense que, et on l'a vu avec le nombre de joueurs qui sont sortis de cette équipe, il y a certainement beaucoup de talent, et on peut être surpris. Je vais pas vous mentir, j'en connais aucun dans les joueurs. Mais ce match, pour moi, il sent le piège. Et puis surtout, on l'a répété pas mal de fois dans cette émission, c'est une équipe qui nous est inférieure sur le papier. Et depuis le début de la saison, à chaque fois qu'on prend une équipe inférieure sur le papier, on n'est pas bon, on n'est pas concentré, on n'est pas dedans. Et si on démarre un match sans être dedans, comme on l'a fait ces derniers temps à l'extérieur, et qu'eux, ils prennent feu, on peut se retrouver avec une histoire très très compliquée. Donc moi, ce match il me fait peur. J'espère que les gars vont l'aborder de la bonne manière et puis qu'ils vont nous ramener les 2 points, parce qu'on vise les 2 points, voilà, c'est juste ça qu'on vise, surtout sur des déplacements en Coupe d'Europe. On sait que voilà, la victoire c'est le plus important, la manière on verra plus tard. Mais moi, ce match il me fait peur, mais j'espère que les gars me feront mentir. Comme je te dis, je suis pas inquiet. Par contre, où tu as raison, ils nous sont clairement inférieurs, et le souci il est là. Notre premier adversaire, c'est nous-mêmes. Est-ce qu'on se verra pas trop beau, et comme ça a été le cas sur de nombreux matchs, même si on s'en est bien sorti?
Ça, c'est la question. Après, si on prend le match sérieusement, il n'y a pas de raison d'être inquiet. On est bien d'accord. Pour terminer ce petit chapitre sur les matchs de la semaine, je me suis rendu compte que j'ai oublié un sujet cher à notre Polo. Il n'était pas là pour nous le rappeler. Les pronostics. Ouais. Les pronostics. Alors Yann, ton pronostic pour le match contre Ivry pour commencer, puis on fera Véligny après. Victoire plus 5. Ouais, je pense aussi, moi de mon côté, plus 5 aussi, ouais. Ivry plus 5. Et Véligny. Victoire également là-bas, plus 4. Eh ben moi je reste sur mon truc, alors on va gagner, mais plus 1 à l'arraché. Ah ouais. Ouais. Et donc il est temps d'aborder le dernier sujet de l'émission, mais pas le moindre. Eh ben nous allons parler de la N1, le retour du championnat de N1. C'était ce week-end et notre équipe affrontait Rezé pour le fameux derby. Ça s'est bien passé pour notre équipe qui s'est imposée 38-33. Yann, un petit mot à dire sur ce sujet ? Le petit mot, c'est juste une dédicace à certains membres du groupe HBC Nantes Family qui sont supporters de Rezé et qui avaient un peu tensé en disant on arrive, vous êtes pas prêts, on va faire du bruit. Ils ont en moyenne 12-13 ans hein, ou 15 ans, donc à 20h30 généralement les parents les couchent. Là je pense qu'ils ont été couchés même avant le match parce qu'en fait on les a pas entendus. Tu sais que j'adore Rezé hein, mais c'était juste... Tu aimes leur maillot surtout, le damier. Oui. Mais c'était pour être taquin, quoi. Il n'y a pas photo. On avait gagné 10 buts à l'aller là-bas. On gagne encore ce match-là. Pas grand-chose à dire, hein, si ce n'est que c'est un bon match de reprise pour le H. Surtout contre Rezé. C'est jouer contre une équipe, contre le derby, je veux dire, pour une reprise. On ne pouvait pas rêver mieux. Donc... pour Rezé, ça devient un peu plus compliqué. Jusqu'à présent, ils font un bon championnat. Ils visent le maintien. Hein. Ils ont de la marge. Hein. J'ai le classement devant les yeux. Ils ont, malgré cette défaite, ils ont encore un petit peu de marge sur les relégats. Nous, on est à notre niveau. C'est très bien. On continue à performer comme ça. Ça permet de faire tourner. On a pas mal de joueurs qui ont joué durant ce match-là, qu'on n'avait pas vu ou qui avaient été blessés. Je suis très content de revoir Lucas de la Bretèche. C'est bon match de reprise, belle victoire, un derby. Que rêver de plus il y avait l'Infante, voilà, si vous voulez tout savoir, l'Infante, la princesse d'Espagne qui était à la H Arena pour voir un Nantes-Rezé. Voilà, sacrée info. C'est sacrée info. Elle était avec Valero Rivera père en fait le lendemain pour voir le match contre Léon, mais elle était à la H Arena pour voir Rezé. Donc je sais pas ce qu'elle a pensé. Peut-être qu'elle pensait voir la Croatie, hein, vu le maillot comme tu disais, mais elle était présente. Et voilà, on fait aussi des infos people maintenant. Exactement. Désormais dans On refait le H. Moi de mon côté, je suis évidemment content aussi de la victoire de nos petits gars. En plus, elle était essentielle puisque devant les trois équipes qui sont devant nous se sont également imposées. Donc il fallait pas qu'on décroche au classement. Il fallait absolument la prendre, cette victoire. Donc c'est fait. On s'est tout de suite remis le pied à l'étrier pour la suite de la compétition. C'est très bien. Juste relever quelques performances. C'est un petit peu toujours les mêmes, mais bon, visiblement ils ont bien repris aussi. 9 buts chacun pour De la Bretèche et Matteo Faduil. Donc ils sont déjà très chauds les petits gars. On notera également la belle performance de Joris Limousin qui est également bien revenu de sa blessure avec 7 buts. Et puis la grosse performance encore de Théo Monard qui est en train de clairement poser ses bases du côté du HBC Nantes. Je sais pas si l'année prochaine on le verra un petit peu plus haut, mais bon, Théo il a encore été très solide. Il met 6 buts et puis il y a aussi toute son activité défensive qui est à mettre en avant. Donc voilà, c'est toujours un petit peu les noms phares de la N1 qui se sont mis en avant, mais c'est très bien aussi parce que c'est des garçons dont on attend beaucoup et ils se doivent de briller bien sur sûr. Ce genre de rencontres pour espérer un jour intégrer les rangs professionnels, que ça soit au H ou ailleurs. C'est ça, mais que ce soit là Lucas de la Bretèche, Matteo Faduil ou Théo Monard que tu viens de citer, c'est 3 grands espoirs du H qu'on espère voir performer sous le maillot de l'équipe professionnelle dans les années à venir, ça c'est sûr. Et on a misé beaucoup sur ces 3 joueurs. C'est pas étonnant
qu'en N1, ils aient déjà de très belles performances. Exactement. Juste, on notera la performance un petit peu plus moyenne de Baptiste Damatrin. D'habitude, il est un petit peu plus efficace. Il a été qu'à 3/8. Voilà, on espère que c'est un petit passage à vide et puis que ça va revenir. Il n'est pas toujours très efficace, c'est qu'il score beaucoup, c'est qu'il met beaucoup de buts. Mais il a un pourcentage qui est un peu plus élevé que ça. Oui, quand même. Ouais. Là, 3/8, c'est un peu moyen. Mais bon, surtout que Baptiste, on sait qu'il y a une place qui se libère avec Emonet qui nous quitte. Donc c'est le moment d'en mettre un coup, mon petit, si tu veux intégrer les Violets l'année prochaine. Juste, allez, le petit point sur le classement pour finir. Le PSG s'est imposé, ils sont toujours en tête devant Bruges-Lormont qui s'est également imposé, et les Bretons de la Nester sont également devant nous à la 3e position, un tout petit point devant, et donc nous on arrive à la 4e place, mais voilà, on est à 1 point de la Nester, 4 de Bruges-Lormont. Après il y a un gros écart avec le PSG qui est à 7 points, mais je veux dire la qualification pour les phases finales qui est à la 2e place, qui est à 4 points, elle est pas inaccessible, hein. Si on fait une belle deuxième partie de saison, on peut y rêver, même si ça serait le bonus. Ouais, c'est pas inaccessible, et puis il faut rappeler qu'on est une équipe qui vient de N2, même si on est un centre de formation. Exactement. On était en N2 l'année dernière, donc 4e place, c'est déjà une très bonne chose. Ouais, non, si on va pas en phase finale, ce sera pas une déception, hein. Loin de là, la saison risque d'être globalement satisfaisante. On fera le bilan à la fin, mais bon, si on peut aller choper un petit bonus, il faut pas s'en priver, et puis se donner un petit objectif. Et si on peut terminer devant la Nester juste pour embêter Alain, qui est un membre de la Nester, moi rien que ça me ferait plaisir. Et ben voilà, ça c'est dit. Bon écoutez, il me reste plus qu'à clore cette émission. Merci Yann. Merci à toi. Et puis on vous dit à la semaine prochaine avec plaisir, ou alors à la H-Arena mercredi. Pour la réception d'Ivry. Passez une belle semaine. Belle semaine, bonne soirée à tous.